Salut tout le monde, je m'appelle Shamwil. Bienvenue sur Indigène Civilisé. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique et de peuples africains. Le mot Afrique et celui de peuple africain sont très souvent mal utilisés ou mal interprétés, alors que l'expression peuple africain devrait s'employer au pluriel, comme pour signifier qu'il existe plusieurs peuples africains. Beaucoup de personnes, y compris les Noirs d'Afrique eux-mêmes, emploient cette expression au singulier. D'aucuns pensent par exemple que l'Afrique est un pays et que les personnes de peau noire sont toutes citoyennes d'une même nation, la nation africaine. Et si pour certains militants panafricanistes, l'idée d'une nation africaine est très alléchante, pour d'autres, cette idée est tout simplement irréalisable d'un point de vue matériel, compte tenu de l'immense diversité ethnique et culturelle des peuples d'Afrique. Cependant, une question mérite d'être posée, à savoir d'où vient cette façon de concevoir l'Afrique comme un seul pays et les peuples africains comme un seul et unique peuple. Dans cette vidéo, je vous propose quelques éléments de réponse à ces questions. Mais avant de commencer, j'aimerais vous présenter un scénario qui servira de fil conducteur au cours de cette conversation. Et voici le scénario. Si vous rencontrez par hasard un ressortissant d'un pays comme l'Inde et que vous lui posiez la question suivante: d'où venez-vous? Je parie que la personne vous dira qu'elle est originaire de l'Inde ou tout simplement qu'elle est indienne. Aucun citoyen indien ne vous dira qu'il vient d'Asie ou qu'il est un asiatique. Même si, bien évidemment, l'Inde fait partie du continent asiatique, l'Asie reste quand même un concept beaucoup plus abstrait. Il n'existe aucune identité concrète qu'on puisse qualifier d'asiatique. Mais si vous posez la même question à un Camerounais, par exemple, il est fort probable que le Camerounais vous réponde en disant quelque chose comme « Je suis africain » ou « Je suis originaire d'Afrique ». De telles affirmations laissent penser que l'Afrique est un pays et que tous les peuples d'Afrique partagent la même histoire, les mêmes idées et les mêmes valeurs ancestrales. Or, rien n'est plus éloigné de la réalité africaine. Rappelons-le, l'Afrique est un continent, le deuxième plus grand au monde en termes de population, avec ses 54 États indépendants et ses milliers de cultures, d'ethnies et de langues diverses et variées. Pourquoi donc les populations d'origine africaine préfèrent-elles utiliser une identité continentale abstraite qui se manifeste dans des expressions comme celle que je viens de citer, à savoir « je suis africain » ou « je suis originaire d'Afrique », au lieu d'utiliser leur identité nationale telle que Camerounais, Érythréen, Nigérian, Sud-Africain, etc., ou même leurs propres identités ethniques telles que Peul, Wolof, Bassa, Ibo, Zulu, Hausa ou Ewondo, pour ne nommer que quelques-unes. Je suis moi-même originaire du Cameroun, mais je vis et j'étudie en Italie depuis 2016. Et il arrive très souvent que certains de mes amis italiens me posent des questions du genre « Est-ce que tu parles l'africain ?» Je réagissais presque spontanément à cette question, essayant d'expliquer à la personne qu'il n'existe pas une langue africaine appelée l'africain, mais que dans toute l'Afrique, il existe environ 2200 langues différentes avec des noms différents et des structures linguistiques différentes. J'expliquais ensuite que ma langue maternelle s'appelle le Bamoun et que cette langue n'est parlée que dans une région minuscule de l'ouest du Cameroun et que le Bamoun est très loin d'être une langue nationale dans mon pays. Le but de toutes ces explications était de faire comprendre à la personne que l'Afrique est une réalité immatérielle, inexistante d'un point de vue linguistique et ethno-culturel, et qu'il était tout à fait possible que deux individus originaires d'Afrique subsaharienne n'aient absolument rien en commun à part leur couleur de peau. Le Sénégalais aura une histoire et un système de valeurs complètement différents de l'histoire et du système de valeurs d'un Malgache, par exemple. Face à cette longue explication, presque tous mes amis italiens réagissent de la même façon, avec la même surprise. Surprise qui est souvent accompagnée par un regard qui semble me demander « Alors, pourquoi dites-vous toujours que vous êtes africain à chaque fois qu'on vous demande votre nationalité ?» Je profite pour répondre à cette question en disant que tout a commencé avec l'impérialisme et l'expansion des explorateurs européens dans les régions situées au sud du désert du Sahara. Avant cette expansion, le mot Afrique n'avait aucun sens, ou du moins pas le sens que nous lui donnons aujourd'hui, à savoir celui de tous les peuples qui vivent sur le continent africain. Des philosophes, des linguistes et des historiens ont tenté de reconstruire l'étymologie du mot Afrique. Certains d'entre eux ont proposé des exemples dont la plupart ne se référaient aucunement à tous les différents empires et royaumes qui peuplaient l'ensemble du continent africain. Rappelons aussi que les explorateurs européens débarquent sur les côtes de l'Afrique subsaharienne à la fin du XVe siècle et qu'à leur arrivée, ils ont sûrement dû découvrir une immense diversité ethnique et culturelle vis-à-vis de laquelle ils pouvaient adopter deux attitudes radicalement différentes.
La première attitude aurait été celle du chercheur, de l'anthropologue qui étudie systématiquement les différents groupes ethniques qu'il rencontre afin de démarquer leur contour culturel et linguistique sur le continent. Et même si cette démarche aurait été longue et pénible pour l'explorateur européen, elle aurait quand même contribué à une meilleure compréhension de la réalité africaine qui est la diversité quant à la trajectoire historique de chaque peuple, la diversité ethnoculturelle et linguistique. La deuxième attitude que pouvaient adopter les explorateurs européens était celle du marchand qui tient à ce que toute sa marchandise rentre dans le même sac. Attitude qui évite souvent trop de tracasseries au marchand, lui sur qui incombe déjà la lourde tâche d'organiser la logistique de sa marchandise. Et nul besoin de préciser que c'est cette dernière option qui a été adoptée par les Européens. Tous les peuples indigènes d'Afrique étaient donc un seul et unique peuple et l'Afrique était leur nation. Et voilà que pour la première fois dans l'histoire humaine, un continent venait d'être transformé en pays et des peuples inconnus en citoyens d'une nation fictive. Je suis bien conscient qu'en faisant des déclarations comme celle que je viens de faire, je pourrais donner l'impression de vouloir me poser en juge de l'histoire. Je sais qu'il est très commode de se laisser aller dans la facilité moderne de porter des jugements rétrospectifs sur les événements du passé, mais ce n'est pas là le but de cette réflexion. Ce que j'essaie de faire et que je vous invite d'ailleurs à faire, c'est d'essayer de porter un regard neutre sur l'histoire et d'observer de façon plus ou moins objective les causes et les effets des actions humaines qui, au final, sont aussi nos actions. Et là, pour le coup, l'on pourrait se poser la question de savoir pourquoi les explorateurs européens ont décidé de jeter toutes les tribus indigènes africaines dans le même sac. Pourquoi ont-ils employé le même signifiant pour faire référence à des histoires, des coutumes, des pratiques et des croyances qui étaient radicalement différentes les unes des autres? La réponse à cette question est très simple. Il était assez convenable et commode pour les explorateurs européens de considérer l'Afrique subsaharienne dans son ensemble comme un seul et unique groupe de cultures. Si d'une part on avait l'Europe, ce continent où les nations et les individus pouvaient être distingués les uns des autres, où chacun avait sa propre identité subjective, on ne pouvait avoir d'autre part qu'une extension et en même temps une négation de l'Europe, c'est-à-dire l'Afrique, cette terre étrangère et inconnue où chaque individu était le miroir de la collectivité et vice-versa. Et là, je pense qu'il est absurde de devoir rappeler aux gens qu'un Congolais et un Soudanais n'ont absolument rien en commun, de la même façon qu'un Irlandais n'a rien en commun avec un Espagnol ou un Japonais avec un Coréen. Mais pour les explorateurs européens, tout était si évident et si simple en Afrique. Pour eux, tout le monde faisait partie de la même tribu, et cette tribu était tout simplement la tribu des Noirs. Et aujourd'hui, certains historiens pensent que ce raccourci a permis aux explorateurs européens d'abattre deux oiseaux avec une même pierre. En jetant toutes les tribus indigènes africaines dans le même sac et en leur donnant la même étiquette, les explorateurs européens ont pu justifier la traite des esclaves dans un premier temps et le colonialisme successivement. Si pour le commerçant d'esclaves portugais ou français, tous les indigènes africains formaient un seul et unique peuple, cela signifiait automatiquement qu'ils étaient tous des sous-hommes, comme on avait l'habitude de penser en Europe. Autrement dit, si l'Afrique était différente de l'Europe qui jusqu'alors s'était vue comme la seule civilisation qui ait jamais existé, alors les indigènes africains ne pouvaient qu'être la négation du peuple européen. Ainsi, si les peuples européens, eux, avaient une histoire, les peuples africains ne pouvaient qu'être des hommes sans histoire. Si les Européens avaient le sens de l'identité subjective, les peuples d'Afrique, eux, étaient des hommes sans aucune identité ni subjectivité. Ces Africains étaient tous des êtres sans un passé, ni un présent, ni un futur. Et ceci a permis de créer une distance entre le marchand d'esclaves et sa marchandise. Cette distanciation entre le marchand et l'esclave devait aussi s'étendre à d'autres aspects de la vie, comme la culture par exemple. Ainsi, pour le marchand d'esclaves, le fait de percuter le tambour pour accompagner la danse au sein des tribus indigènes africaines était une pratique inculte et barbare. Mais le fait d'écrire des chansons d'opéra était une pratique savante à laquelle seul l'esprit civilisé européen pouvait s'adonner. Être un griot, le fameux rhapsode des tribus africaines, était une activité qui ne pouvait pas jouir du même prestige dont jouissaient les arts du spectacle européens, tels que l'opéra ou le théâtre. Les peuples indigènes d'Afrique étaient ainsi une sous-espèce qui devait servir les chrétiens blancs d'Occident. Et c'est pour cette raison que beaucoup de tribus africaines furent vidées de leur âme, laquelle allait être déportée dans les plantations de canne à sucre des lointaines régions transatlantiques. Et à partir de la seconde moitié du 19e siècle, il fallait justifier non plus l'esclavage, mais le colonialisme occidental en Afrique. Et là aussi, la solution était toute trouvée. Tous les peuples indigènes d'Afrique subsaharienne n'étaient qu'un même groupe d'individus. Ces individus étaient tous
primitifs et sauvages aux yeux des colonisateurs européens. Ils étaient tous des êtres sans âme et sans culture, des êtres dont la mentalité ne pouvait qu'être rétrograde par rapport à la mentalité européenne. Et ceci avait pour suite logique l'idée qu'il fallait que les Occidentaux menacent une mission civilisatrice dans les régions du monde dites primitives et sauvages. Et cette idée a même été encouragée par des intellectuels comme le poète britannique Rudyard Kipling, lui qui, en 1899, écrivait que les peuples non occidentaux étaient « the white man's burden », le fardeau de l'homme blanc. Suivant cette métaphore, il incombait donc aux Blancs de civiliser ces êtres sauvages des forêts tropicales. Alors, pour résumer, le fait de parler de peuple africain au singulier vient tout simplement du fait qu'il était plus pratique, d'abord pour les commerçants d'esclaves et ensuite pour les colonisateurs européens, de voir toute l'Afrique subsaharienne comme un agrégat homogène de peuples et de cultures. Du coup, lorsque le Camerounais dans notre scénario de départ se présente en disant « je suis africain » ou « je suis originaire d'Afrique », il ne fait que ressasser de manière inconsciente toute la logique qui sous-tendait et justifiait en même temps la traite négrière et le colonialisme occidental en Afrique. Lorsque les Africains eux-mêmes s'identifient essentiellement comme Africains au singulier et non comme par exemple des Samburu, des Maasai, des Ashanti, des Bambara, des Bamoun ou des Baka, c'est tout simplement parce qu'il était plus convenable et commode pour le marchand d'esclaves et pour le colonisateur européen que tous les peuples africains s'appelassent africains au singulier. Et cette idée a paradoxalement été reprise par les hommes politiques et activistes panafricanistes qui pourtant se disaient vouloir libérer tous les peuples d'origine africaine du joug colonial occidental. Si le slogan « We are all Africans », c'est-à-dire « nous sommes tous des Africains » est encore très à la mode dans les cercles panafricanistes, que ce soit en Afrique ou dans les diasporas, c'est tout simplement parce que les premiers militants panafricanistes ont cru dans ce qu'ils ont appelé « unité géopolitique du peuple africain ». Cette soi-disant unité géopolitique africaine était, selon la pensée panafricaniste traditionnelle, le seul instrument de combat contre le soi-disant ennemi commun occidental. En d'autres termes, il fallait éveiller la conscience de ces peuples qui étaient déjà rassemblés par une réalité géographique, à savoir le bloc continental africain. Il fallait faire comprendre à ces peuples qu'ils avaient tous un intérêt commun, indépendamment de leurs origines ethniques, de leurs croyances et de leurs aspirations. Il fallait tous ensemble mener une lutte implacable qui n'allait s'arrêter qu'avec le départ des Occidentaux du sol africain. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que veut dire panafricanisme, notons pour l'instant que ce mot fut inventé au début du XXe siècle par Marcus Garvey, intellectuel et homme politique noir d'origine jamaïcaine. Les activistes panafricanistes sont donc tous ces hommes politiques et intellectuels qui ont milité pour la décolonisation de l'Afrique et pour l'union de tous les peuples d'ascendance africaine vivant en Afrique ou dans les diasporas. Mais on reviendra sur le panafricanisme dans un prochain épisode. Les militants panafricanistes, dans leur quasi-totalité, ont donc vu dans les groupes indigènes d'Afrique subsaharienne une espèce d'immense tribu afro-continentale. Et ce, malgré l'énorme diversité linguistique et ethnoculturelle qui les sépare de façon irrémédiable. Pour ces militants panafricanistes, l'Afrique est une sorte de péninsule titanesque et ces peuples sont tous un seul et unique peuple afro-descendant. Si nous prenons par exemple Kwame Nkrumah, qui fut révolutionnaire panafricain et premier président du Ghana indépendant, selon Kwame Nkrumah, l'Afrique était une réalité géographique objective. Pour le révolutionnaire ghanéen, peu importait que la conférence de Berlin ait eu pour conséquence la segmentation arbitraire de l'Afrique en de tout petits États-nations. Tous les peuples africains, selon Kwame Nkrumah, étaient unis par un destin commun, à savoir la lutte pour l'indépendance du continent noir. Et l'on pourrait s'opposer à cette vision des choses et affirmer que l'Afrique, telle que nous la présente le Ghanéen Kwame Nkrumah, est tout aussi arbitraire comme concept, tout comme l'étaient ces lignes tracées entre les tribus africaines par les colonisateurs européens lors de la tristement célèbre conférence de Berlin en 1884-85. En d'autres termes, de la même façon qu'Otto von Bismarck et ses partenaires colonisateurs avaient impitoyablement divisé l'Afrique en de tout petits États, sans tenir compte de la continuité ethnoculturelle et linguistique entre les différents groupes indigènes africains. De la même façon, Kwame Nkrumah avait réagi avec une anxiété semblable à celle d'un prisonnier à peine libéré et avait voulu reconstituer tous les morceaux du continent sans tenir compte, lui non plus, des mêmes différences ethnoculturelles et linguistiques que les colonisateurs européens avaient ignorées, différences qui étaient pourtant si présentes et si vivantes entre les peuples du sud du Sahara. Et l'on n'a pas besoin pour le coup d'être un chercheur en géographie culturelle pour comprendre que l'approche du chancelier allemand Otto von Bismarck et celle du révolutionnaire panafricain Kwame Nkrumah étaient toutes deux de mauvaises approches.
Si nous sommes tous d'accord sur le fait que l'Afrique n'aurait pas dû être divisée en de petits États disparates, là on est forcé d'admettre que les différents groupes ethniques africains n'auraient pas dû non plus être homogénéisés en un bloc continental monolithique, comme l'avait fait le révolutionnaire ghanéen. Et là, je m'attends à ce que l'on objecte en disant que l'unification de peuples noirs en Afrique et dans les diasporas était la seule façon de se libérer du joug colonial occidental. Mais aussi convaincant que cette thèse puisse paraître, force est de constater qu'il n'existe aucun peuple que l'on pourrait qualifier d'Africain au singulier. Il n'existe aucune identité, aucune culture ni langue que l'on pourrait définir comme étant africaine au sens d'appartenant à toute l'Afrique. Qu'on s'entende sur une chose, je ne suis pas là pour justifier le récit impérialiste et colonialiste occidental, mais je ne suis pas là non plus pour amadouer le récit afrocentriste et communautariste que portent nombreux d'activistes panafricanistes contemporains. En tant qu'indigène civilisé, je me sens tout simplement dans l'obligation d'interroger ces deux récits et surtout le récit panafricaniste. Et rappelons d'ailleurs que pour mieux défendre ou plaider en faveur d'un idéal, quel qu'il soit, il faut justement éviter de tomber dans ce que font tous les militants panafricanistes de nos jours, à savoir se laisser aller dans l'autoglorification et l'exaltation de la soi-disant race noire. La meilleure façon, selon moi, de promouvoir un idéal, c'est d'identifier systématiquement les limites et les faiblesses de l'idéal en question et d'y remédier le plus tôt possible. Et c'est ça qui faisait dire à Thomas Kuhn que c'est la crise qui fait évoluer les paradigmes et non des vaines éloges et des compliments infondés. L'une des faiblesses donc du mouvement panafricaniste a été de prétendre qu'il existe un peuple africain au singulier et non des peuples africains. Disons-le une bonne fois pour toutes, les peuples africains n'ont pas un destin commun, ils ne l'ont jamais eu. L'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire chrétien d'Éthiopie, l'empire Songhai, le califat fatimide, etc. sont autant de civilisations qui ont vécu parallèlement et de façon totalement isolée les unes des autres pendant des siècles sur le continent africain. Oui, disons-le, l'Afrique est un bloc continental, une énorme péninsule si vous voulez, mais aller au-delà de ce simple constat qui n'est d'ailleurs ni plus ni moins qu'un accident géographique et de dire que les différents groupes ethnoculturels, linguistiques et religieux qui ont occupé et qui continuent à occuper le continent africain seraient tous identiques, révélerait en fait un manque de culture historique abjecte et insupportable. Il n'existe pas d'identité africaine ni même d'identité nationale dans les différents États africains. La triste vérité dont plus personne ne veut entendre parler est qu'il existe d'incalculables identités ethno-tribales en Afrique. Dans un pays comme le Cameroun, il existe plus de 250 groupes ethniques différents, composés d'individus qui parlent des idiomes différents et qui, surtout, ont des coutumes et des systèmes de valeurs différents et parfois radicalement opposés. Et tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit là d'une diversité, d'une richesse inestimable pour l'Afrique. Et je suis d'autant en accord avec cette vision que je souhaite vous donner un exemple éminemment concret de ce que cela signifie. Si l'on prend par exemple un nouveau-né qui apprend la langue du milieu dans lequel il vit, c'est-à-dire sa langue de socialisation primaire ou tout simplement sa langue maternelle, en même temps que les organes phonatoires et auditifs du nouveau-né se spécialisent dans cette première langue, ces mêmes organes deviennent insensibles et incapables de reproduire ou de distinguer les phonèmes ou les sons des autres langues. C'est probablement la raison pour laquelle dans les pays où l'on ne parle qu'une seule langue, il est parfois difficile pour les citoyens de ce pays d'apprendre une langue seconde. Mais si vous placez ce même nouveau-né dans une région multilingue et multiculturelle, la spécialisation cognitive et sensorielle de l'enfant dans sa langue de socialisation primaire n'empêchera pas ses organes phonatoires et auditifs de conserver leur sensibilité à l'égard des autres phonèmes ou sons qui ne sont pas présents dans la langue en cours d'apprentissage. Et ceci a pour résultat le fait que cet enfant pourrait éventuellement apprendre assez facilement d'autres langues qui ne sont pas sa langue maternelle. Il est donc clair que la diversité culturelle et linguistique du continent africain est un atout et une richesse pour ces peuples. Mais sur un plan strictement politique, cette même richesse a été une disgrâce, pour ne pas dire malédiction, pour tous ces pays africains où la conscience tribale prévaut sur la conscience nationale. Si la population d'une nation est constituée de peuples d'origine ethnique différentes, il est évident que ces peuples auront des préférences et des croyances différentes, voire opposées, ce qui constitue une ultérieure complication au processus de formation d'une identité nationale. Or, l'identité nationale est la colonne vertébrale, le fondement sur lequel reposent les principes de base d'une politique démocratique. Et j'aimerais ici attirer votre attention sur le fait que le mot démocratie dérive de deux mots grecs, démos, qui signifie peuple commun, et kratos, qui signifie autorité ou pouvoir. Ainsi, lorsque nous parlons de démocratie, nous devrions également parler d'un gouvernement direct et autonome de tout le peuple, par tout le peuple et pour tout le peuple.
Et comme vous pouvez le constater, cette définition présuppose déjà l'existence d'un peuple appartenant à une même communauté de destin, c'est-à-dire un groupe d'individus partageant au moins un intérêt commun et surtout une identité commune. Mais malheureusement, des pays comme le Cameroun ou son voisin le Nigeria n'ont pas une identité nationale en tant que telle. L'Afrique non plus n'a pas une identité continentale. Il n'existe pas un peuple africain uni par un intérêt commun et une identité commune. Les différentes nations africaines ont cette possibilité de s'unir autour d'une identité nationale. Mais l'Afrique ne peut pas s'unir autour d'une identité continentale. Tout simplement parce que chaque nation africaine est composée de plusieurs groupes d'individus et chacun de ces groupes aspire à des choses différentes, voire contradictoires avec ce à quoi aspirent les autres. Et la lutte contre un soi-disant ennemi commun est d'ailleurs la seule chose autour de laquelle les militants panafricanistes dans leur quasi-totalité se sont unis jusqu'à présent. Et le fait d'avoir un ennemi commun et non des intérêts communs ou des valeurs communes peut avoir deux implications. Cela pourrait signifier que les citoyens ne se sentent solidaires que parce qu'ils ont un soi-disant ennemi contre lequel ils se trouvent obligés d'unir leurs forces. Mais dès que l'ennemi en question dépose les armes et se retire du soi-disant combat, ces mêmes gens, faute d'avoir quelqu'un contre qui faire la guerre, voient leurs concitoyens en ennemis potentiels, ce qui les amène trop souvent à des génocides et à des conflits ethniques afin d'obtenir un accès et un contrôle exclusif sur les ressources. La deuxième implication pourrait se présenter comme suit. Une fraction du soi-disant peuple uni, fraction qui est généralement une infime minorité autoproclamée représentant du peuple, cette fraction pourrait tout simplement s'allier avec l'ennemi contre ses concitoyens et pour les mêmes raisons, à savoir avoir un accès et un contrôle exclusif sur les ressources. L'un ou l'autre de ces deux scénarios porte inévitablement à des conséquences douloureuses, des conséquences qui compromettent irrémédiablement le développement économique, politique et socio-culturel d'une région, qu'il s'agisse d'une nation ou d'un continent. Et l'histoire des nations africaines constitue un témoignage criant pour ceux qui savent écouter.